Vous êtes sur Europe 1, il est 6h. Europe 1 matin. Alexandre Lemaire. À la une de l'actualité, toujours pas la moindre trace donc d'Émile. 48 heures après sa disparition, le petit garçon de 2 ans et demi reste introuvable. La justice suspend les battues, elle réoriente les recherches. Un accord historique à la veille de l'ouverture du sommet de l'OTAN à Vilnius. La Turquie débloque l'adhésion de la Suède à l'Alliance Atlantique. Dans ce journal également, nous serons en direct des Champs-Élysées. À 3 jours maintenant du défilé du 14 juillet, les préparatifs, les répétitions vont bon train. Les vacances sous canicule, comment ça se passe ? Eh bien, on s'adapte. Reportage à suivre à Miribel, dans l'Ain. Enfin, halte aux fautes d'orthographe. Le ministre de l'Éducation veut pénaliser les élèves dont les copies du bac sont truffées de fautes. Le journal de 6h, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Introuvable, près de 3 jours après sa disparition, on ne sait toujours pas où se trouve Émile, petit garçon de 2 ans et demi qui a échappé à la vigilance de ses grands-parents dans ce minuscule hameau des Alpes de Haute-Provence. Si le procureur de la République affirme ne pas perdre espoir, il va maintenant réorienter l'enquête. Fini les battues, place à des recherches plus ciblées confiées aux gendarmes. Frédéric Michel, envoyé spécial d'Europe 1 au Vernet. Ce sont des militaires de la gendarmerie qui prendront dès aujourd'hui le relais des centaines de bénévoles, pompiers et gendarmes engagés dans ces opérations de recherche depuis samedi soir. Ils vont procéder à un ratissage minutieux de la zone dans l'espoir de retrouver des indices qui pourront expliquer la disparition du petit Émile. Rémi Avon, le procureur de la République de Digne-les-Bains. Avec une technique qui leur est propre et qui permettra d'avoir ce complément qui pour l'instant n'a pas été possible, tout simplement parce que priorité était donnée aux opérations de secours, qu'il fallait du monde, des volontaires, des professionnels, des services publics notamment pour pouvoir procéder aux battues et que c'est pas au milieu de battues qu'on peut faire ce travail de recherche d'indices. Le site sera totalement bouclé, des drones et des équipes cynophiles viendront en appui de ces investigations. C'est une course contre la montre qui est engagée avec un espoir, retrouver rapidement le garçonnet de 2 ans et demi. Au Vernet, Frédéric Michel, Europe 1. Autre disparition inquiétante dans les Landes, les gendarmes lancent un appel à témoins pour tenter de retrouver une adolescente de 15 ans. Shanice n'a plus donné de nouvelles depuis 5 jours. Elle a été aperçue pour la dernière fois à Ouerleuil, près de Dax. Le sommet de l'OTAN s'ouvre sur un accord historique puisque finalement la Turquie dit oui à l'adhésion de la Suède. L'un des dossiers brûlants de ce sommet qui doit s'ouvrir aujourd'hui à Vilnius en Lituanie après 1 an de blocage. Le président turc a finalement accepté l'entrée de la Suède dans l'OTAN. Accord salué par le président américain Joe Biden, mais il n'exclut pas certaines contreparties. Recep Tayyip Erdogan entend bien obtenir l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Sébastien Le Belzic. Tout s'est joué lors d'une ultime rencontre entre le président turc et le premier ministre suédois, juste avant le début du sommet de l'OTAN à Vilnius. Recep Tayyip Erdogan a donc fini par donner son feu vert à l'entrée de la Suède dans l'alliance militaire, une adhésion qu'il bloquait depuis plus d'1 an. Soufflant le chaud et le froid, il annonçait pourtant quelques heures plus tôt conditionner son accord à l'entrée de son pays dans l'Union européenne. Écoutez le président turc. Ouvrez d'abord la voie à l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Et ensuite, nous ouvrirons la voie à la Suède. La Turquie attend à la porte de l'Union européenne depuis plus de 50 ans. Ankara aurait obtenu en échange de sa voix l'assurance d'une reprise des négociations pour son adhésion prochaine à l'UE, bloquée depuis 5 ans, ainsi que l'assouplissement de la politique des visas pour l'Europe et le renouvellement de l'union douanière. Sébastien Le Belzic, la Suède appelée à devenir le 32e État membre de l'OTAN. L'Ukraine, en revanche, devra attendre. Les Américains maintiennent leur position. Pas d'adhésion à court terme, répète la Maison-Blanche. La priorité, c'est d'aider militairement Kiev pour mener à bien sa contre-offensive. Une page se tourne aux Pays-Bas. Le chef du gouvernement Mark Rutte annonce qu'il quittera la politique cet automne après les législatives anticipées. Il mettra fin à 13 années de présence ininterrompue au poste de Premier ministre, un record. Ce sera l'événement de cette fin de semaine à Paris, le défilé militaire du 14 juillet. Les préparatifs ont déjà commencé. Surtout ne pas rater son défilé sur la Grande Avenue. Ni faux pas, ni écart. À pied, à moto ou sur un char, chaque geste, chaque mouvement doit se régler au millimètre. Et pour ça, rien ne vaut une répétition grandeur nature. On retrouve Thibaut Hu en direct des Champs-Élysées pour Europe 1. Où en sont les manœuvres, Thibaut ?
Eh bien, vous l'entendez derrière moi pour le moment, c'est silencieux, c'est bientôt parti pour la répétition générale. Les troupes attendent le top départ, elles sont statiques pour le moment. Dans quelques minutes, elles vont bientôt s'élancer depuis le haut des Champs-Élysées jusqu'en bas. Alors tout le monde n'est pas présent, ce sont uniquement les troupes au sol ce matin. Plus d'1 millier d'hommes et vous le disiez Christophe, tout est millimétré. Le protocole est respecté à la lettre et ça provoque un peu de pression chez l'aspirant Paloma, élève pilote de chasse qui a fait son premier 14 juillet. Il faut qu'on soit tous parfaitement alignés dans nos colonnes, dans nos lignes. Il faut que tous nos gestes soient à l'identique. Voilà, c'est beaucoup de mimétisme. Les bras sont levés exactement à la même hauteur pour tout le monde. En même temps, le pas, bien sûr, est le même pour tous. On est regardés et puis nous, on a envie de montrer en fait tout ce qu'on a appris, de tout ce qu'on a travaillé en fait, d'être le plus beau possible, le plus parfait possible, au millimètre près. Et donc forcément, ça c'est un petit peu stressant. Alors il y a de la pression mais aussi bien sûr une très bonne ambiance. Les militaires sont tout sourire. Il y a les traditionnelles photos de groupe avec l'arc de triomphe en arrière-plan, mais tout en restant très concentré parce que cette première descente des Champs-Élysées sera revisionnée, scrutée pour que le jour J tout soit parfait. Vous l'entendez derrière moi Christophe, eh bien les hommes sont en train de s'élancer avec l'orchestre. Thibaut Hu en direct de l'avenue des Champs-Élysées à Paris. Thibaut que l'on retrouvera dans le journal de 7h. Défilé de la troupe le 14 juillet, feu d'artifice le soir. Il est maintenu à Paris mais annulé dans plusieurs communes de la région parisienne comme à Sartrouville dans les Yvelines. Choix dicté par la crainte de débordement. À Roubaix dans le Nord, les policiers ont saisi plus de 2000 mortiers d'artifice. Europe 1 6h06, la suite du journal. Christophe Lamar, Alexandre Lemaire. Vous nous en parliez Marlène, la canicule continue de sévir sur une partie de la France. 9 départements du Sud-Est en vigilance orange. À Lyon, dans le Rhône, la chaleur est à ce point insupportable que l'on prend d'assaut le moindre coin de fraîcheur. Il y en a un que les Lyonnais connaissent bien. Il se trouve à une vingtaine de minutes du centre-ville. C'est le parc de Miribel-Jonage dans l'Ain, avec son immense lac. 100 000 visiteurs le week-end dernier et beaucoup de monde hier encore. Reportage Jean-Luc Boujon, correspondant d'Europe 1 dans la région. Ce parc de Miribel-Jonage, c'est une aubaine pour les Lyonnais qui se pressent sur les rives de son lac en période de canicule. Jacqueline est venue avec ses petits-enfants de 2 et 5 ans. J'ai dit, allez, on va là dans l'eau. Sinon, ils sortent pas. Moi, j'en appart et il fait très chaud. Ils ont leur petit maillot de bain, tranquillou. Regardez, elle, comme ça, elle a mis ses tongs, lui, il a ça. Ça va bien se passer. Tu veux aller dans l'eau, chérie ? Oui, mettre les pieds. Allez, on met les pieds dans l'eau. Ici, pas de sable fin, on n'est pas en Méditerranée, juste une plage de galets et une grande étendue d'eau qui suffisent au bonheur de Sylvain, venu naviguer après le travail. Je suis en train de gonfler le paddle, là. J'ai récupéré le petit après le centre aéré. Et puis j'ai le paddle dans le sac et roule. On va se faire un petit tour sur le lac tranquille, se rafraîchir. Mais avec les 36 degrés qui s'affichaient hier au thermomètre, l'eau n'était pas assez fraîche pour Jade, 17 ans, équipée de son petit brumisateur. C'est un spray eau minérale naturelle, c'est un vous en voulez? Cette eau, je le mets au frigo avant, parce qu'il est trop chaud sinon, et je l'ai pris avec moi. T'as vu? Je m'en mets comme ça. Jade qui aura encore bien besoin de son brumisateur aujourd'hui avec les 38 degrés annoncés dans le Rhône. Lyon, Jean-Luc Boujon, Europe 1. Haro sur les fautes d'orthographe. Le ministre de l'Éducation déclare la guerre aux copies du bac illisibles. Illisibles en raison d'une multitude de fautes qui finissent par changer le sens d'une phrase. Fautes d'accord, de conjugaison, de grammaire, de syntaxe. La liste est longue, les correcteurs de copies du bac en témoignent. Certaines sont tout simplement inintelligibles. Pape Ndiaye veut donc à terme sanctionner les mauvais élèves, mais il faut d'abord revenir aux fondamentaux, maîtriser l'écriture. Eh bien ça s'apprend, non pas au lycée, mais dès l'école primaire. C'est ce grand chantier que le ministre va ouvrir, Louise Salé. Oui, tout ça se travaille dès le plus jeune âge car les règles d'orthographe n'ont plus le temps d'être correctement revues dans le secondaire. Il y a de nombreux textes à étudier, mais c'est aussi à cause d'heures de français moins nombreuses qu'auparavant, d'après le SNES-FSU, syndicat des profs de collèges et lycées. Sophie Vénétité est secrétaire générale. Il y a un vrai sujet sur l'orthographe dans les copies d'examen, mais il faut se donner les moyens de traiter cette question-là avant. En 6e et en 3e, les élèves ont moins d'heures de français depuis la réforme du collège. Or, c'est là, au collège, au lycée, qu'on pourrait travailler l'orthographe et qu'on ne peut pas. Contrairement aux autres matières, le bac de français en première a l'habitude d'avoir un barème qui prend en compte la maîtrise de la langue. Mais Sarah Fernandez, qui enseigne dans un lycée privé de Seine-Saint-Denis, regrette l'indulgence parfois demandée aux correcteurs. Cette année, les consignes ont été de ne pas pénaliser l'orthographe ni la syntaxe dans les copies, sauf si la copie n'était plus intelligible. Mais il n'y a plus cette année de barème officiel. Face aux copies que nous avons, qui sont tout de même de plus en plus fragiles d'un point de vue linguistique, je pense que c'est fondamental d'évaluer cette compétence. D'autres profs déplorent enfin le manque
de lecture des élèves qui n'est pas rigoureusement évalué ou qui n'est pas vu comme un plaisir. Un élève peut ainsi traverser une scolarité sans jamais lire un roman. Louise Salé, et illustration, Alexandre, de cette baisse du niveau en orthographe, le ministère publie cette enquête réalisée à partir d'une dictée de 70 mots sans difficulté particulière. En 1987, les élèves de CM2 faisaient 10 fautes. Aujourd'hui, et à partir de la même dictée, ils en font 2 fois plus. On poursuit notre voyage au Festival d'Avignon, Europe 1 sur place, le Festival Off, avec une pièce qui va rappeler quelques souvenirs aux plus anciens. On parle des débuts du téléphone rose. Et oui, on parle du monde d'avant, un monde que Dimitri Vernet n'a pas connu, avant Internet, avant le téléphone portable, mais promis, on avait l'électricité et l'eau courante. Mais oui, cette pièce s'appelle La Ligne Rose, elle est jouée tous les soirs au Théâtre de la Condition des Soies, création portée par 3 femmes. On décroche le téléphone avec Marie Giquel, envoyée spéciale d'Europe 1 à Avignon. Reportage. Bonjour, je suis bien chez Petite Dame. Oui. Laissez-moi conduire l'appel, commencez par ôter votre pantalon. Au bout du fil, des riches messieurs qui s'ennuient, cueillis par des opératrices des PTT, l'ancêtre de notre téléphone fauché. Elles ont alors l'idée de monnayer leur conversation coquine. Le téléphone rose est né. Marthe, Batifolle, au combiné. Basé sur une histoire vraie, les 3 comédiennes et autrices, Odile Blanchet, Bérénice Bocara et Sana Puy, se sont documentées pendant un an, notamment sur le langage argotique des années folles. Odile Blanchet et Bérénice Bocara. Les demoiselles du téléphone recevaient des cadeaux et il y avait parfois même des rendez-vous amoureux qui avaient lieu parce que les hommes tombaient amoureux de leur voix. On s'est inspiré de certains auteurs, en particulier Eugène Sue qui utilise beaucoup l'argot. Après, on a quand même beaucoup travaillé avec l'usage des synonymes pour trouver des formes argotiques ou des formes plus rares. Une pièce amusante au rythme enlevé, à l'esthétique désuète charmante, portée par 3 comédiennes pétillantes. On paye sans hésiter pour les entendre jouer. C'est pas bestial. Il est chaud comme la braise. Chaud comme la braise. Il y a une époque aussi, on disait le bonheur c'est simple comme un coup de fil. Où est-ce que c'est passé tout ça? Mais ça l'est toujours. Vous savez, ça l'est toujours, oui. Apparemment, il y a une étude qui a été publiée sur ce sujet. C'est-à-dire qu'on redécouvre les vertus de la voix et du téléphone. Téléphonons-nous. À la place du SMS, oui, téléphonons-nous. Voilà, merci Christophe Exactement. Lamar. Bon réveil avec Europe 1.